Aujourd'hui, Côte à Côte pose ses valises à Berck-sur-Mer. Avec sa plage immense, Berck est un véritable terrain de jeu pour le char à voile, les cerfs-volants et même pour les phoques qui y ont élu domicile. Mais la station a bien d'autres trésors à offrir. Alors prenons un grand bol d'air iodé et partons à la découverte de Berck, aux côtés de ceux qui la vivent chaque jour. Pour Côte à Côte, on vous emmène au musée Opale Sud, le musée de Berck. Et j'ai à mes côtés le directeur de l'Office de tourisme, Adrien Duflo. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, première question, pourquoi vous avez décidé de nous emmener ici dans ce musée ? Le musée de Berck, donc c'est le musée Opale Sud, c'est une étape incontournable à mes yeux dans la station. Une fois qu'on a fait sa promenade en bord de mer, on vient s'imprégner de l'histoire de la commune. Notamment lié au monde de la pêche, parce que Berck autrefois était une ville de pêcheurs très importante, et on trouve ici des toiles qui sont assez impressionnantes, dont celle-ci on a l'impression de monter dans le bateau. C'est très immersif et on a des photographies un petit peu de tout ce passé et de très belles images de la plage. Berck, ville de pêcheurs, pas seulement, elle est quand même connue pour les cerfs-volants au mois d'avril. C'est l'événement incontournable ici à Berck ? Tout à fait, ouais. C'est l'événement qui fait un peu la réputation de la station. Donc il y a des centaines de cerfs-volistes qui viennent du monde entier, qui sont présents chaque année à Berck. Donc on en est très fiers et c'est toujours un moment qui est attendu par les Berckois, les visiteurs. Combien de spectateurs à peu près les cerfs-volants ? Entre 800 000 jusqu'à 1 million de visiteurs. Et c'est crescendo, ça se développe de plus en plus chaque année ? Oui. Ça dépend peut-être de la météo ? C'est ça. La fréquentation varie un petit peu en fonction de la météo, mais après, peu importe la météo, j'ai envie de dire, tant qu'il y a du vent, il y a du cerf-volant. Quand on parle de Berck, on parle des cerfs-volants, on parle des phoques. Il y a aussi le beach cross, c'est aussi un gros moment ici à Berck ? Oui, c'est vrai qu'au mois d'octobre, on a tous les ans le beach cross. C'est un moment aussi incontournable dans l'année. De toute façon, la ville vit toute l'année au rythme des événements. On va avoir aussi au mois de mai le marathon d'attelage, par exemple, après les cerfs-volants, le salon du polar. Après, on va embrayer sur la route des vacances, les animations pour les vacances scolaires avec mon village vacances. Voilà, il y a toujours un tas de choses à faire chez nous. Il n'y a pas qu'à la belle saison qu'on s'amuse à Berck. Non, la ville vit toute l'année. On a 13 000 habitants, on a beaucoup d'écoles, de commerces, d'administration. Donc, c'est une ville très vivante et contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas qu'une station balnéaire. On arrive à la saison, justement, on le disait, plutôt automnale, hivernale. Oui. C'est quoi les prochains grands événements qu'on va retrouver à Berck ? Alors on va avoir prochainement des courses nature, dont la Verrotière nocturne le 20 décembre. Et là, c'est surtout le moment fort, ça va être le lancement des illuminations de Noël au moment ce sera le 5 décembre sur la place de la mairie, la place Claude Vilquin. Il y aura des concerts, des déambulations avec les groupements des commerçants. Il y aura un tas de choses, des ateliers pour les enfants aussi, notamment au musée, qui est très dynamique, qui propose à chaque vacances scolaires des animations, des ateliers créatifs. Donc pour les tout petits aussi, ils s'y retrouvent ? Bien sûr, toute la famille s'y retrouve. Et est-ce que vous êtes berckois ? Oui, de cœur, j'ai toujours habité dans le coin. J'ai fait mes études à Berck, j'ai vécu pendant une dizaine d'années à Berck et maintenant je suis pas très loin, je suis à Merlimont à 9 km. J'ai toujours vécu par ici et pour rien au monde je changerais de région. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un pour le motiver à venir découvrir Berck ? Déjà, c'est prendre un bon bol d'air iodé, parce que Berck c'est réputé aussi pour sa plage, son bon air. Donc déjà, c'est s'évader au bord de l'eau. Et puis ensuite, c'est aussi parcourir les sentiers, aller voir les phoques. Berck, c'est du ressourcement, surtout. Et puis aussi, on profite autour d'un petit restaurant au bord de mer. C'est toujours sympa aussi de profiter de la mer en prenant un verre en terrasse. Parmi les curiosités qui font le charme de Berck, les phoques occupent une place à part. Ici, il est possible de les observer de très près sur les bancs de sable de la baie. Un spectacle rare que l'on ne voit nulle part ailleurs. C'est l'endroit de tout le littoral où on les observe de plus près. Sur cette épi, l'épi 17, qui est là depuis 1917 justement, les gens viennent de se promener dessus et bien sûr
à marée basse, eh bien, on les voit arriver. Ils vont pas se mélanger, il y a 2 races. Il y a le phoque gris, qui est un gros phoque noir, avec un museau allongé, là. Et puis, il y a le veau marin, qui est plus petit, avec un nez un peu de chien. Et ils vont pas se mélanger. Et ils vont se mettre sur le banc de sable juste en face. Voilà. Ces phoques ont longtemps été chassés pour leur peau et leur graisse qui constituaient des ressources prisées. Mais en 1972, la chasse devient interdite. Aujourd'hui, près de 200 phoques viennent se reposer à Berck. Les 3 critères, je dirais, qui font que ces phoques-là se sentent bien, c'est ils ont une eau qui est quasiment d'excellente qualité. Les eaux de Bédotti, les eaux de Berck, tout ça sont d'excellente qualité. Ils ont du poisson. C'est un endroit très poissonneux. Et effectivement, ils sont protégés. Donc, ils se sont multipliés et ils viennent pour la plupart de la baie de Somme. Des animaux sauvages qu'il ne faut pas tenter d'approcher. Quand ils ont des petits, eh bien, il ne faut pas les déranger parce qu'évidemment, il y a l'allaitement. Et quand on les dérange, le petit risque de partir n'importe où. Et puis, deuxième raison aussi, la peau des phoques est remplie de poils. Et ils ont une période de mue qui est aussi différente, l'une et l'autre. Et quand ils sont sur la plage, ils se déplacent, on voit bien, en ondulation. Et ces ondulations font que les poils, la mue se fait. Et si on les dérange, la mue ne se fait pas et ils ont des mycoses, ils attrapent des mycoses et tout ça. Des phoques à observer depuis l'épi ou en bateau. Le club nautique propose des balades en mer entre mai et septembre. Alors ces balades sont réservées aux adhérents. Il faut prendre une adhésion d'1 jour. Et cette balade vous permet de découvrir la baie, de découvrir également l'historique de Berck. Et quand les marées le permettent, on peut remonter jusqu'au petit port de la Madelon, qui est à peu près à 2 km d'ici, dans les terres. Voilà. Et chemin faisant, on croise des phoques. Mais depuis cette année, on a signé une charte qui nous oblige à ne pas s'en approcher à plus de 100 mètres et puis surtout à moins de 5 nœuds, c'est-à-dire à peu près 10 km/h, quoi. À Berck, la cohabitation entre hommes et phoques se joue au quotidien, entre respect et vigilance. Une vigilance qui est également de mise pour les risques liés aux marées. L'été, il y a une surveillance qui est faite par la municipalité. Alors ici, on est dans le poste de secours. Et donc, l'hiver, on est une quinzaine de bénévoles qui venons surveiller un petit peu ce qu'on appelle le flot, c'est-à-dire la marée montante. Le danger, c'est la marée montante. On voit très bien qu'il y a sur la plage des bancs de sable. Et ces bancs de sable, quelquefois, ils créent un îlot et les gens se trouvent encerclés. Alors, plusieurs moyens. On a d'abord la prévention. On leur explique dans la cale avant de descendre, attention, la marée monte et voilà, et vous risquez d'être encerclé. Et puis après, on peut aller les voir là-bas avec des trompes, des sifflets. Enfin, on essaye de les prévenir. Puis après, bien sûr, on appelle les secours. Alors, pour appeler les secours, un seul numéro qu'il faut retenir absolument sur votre portable, c'est le 196. Voilà. Alors, on ne fait pas ça tout le temps. On fait ça le week-end parce qu'il y a beaucoup de monde. On fait ça quand il y a des grandes marées. Puis quand il y a du beau temps, évidemment, s'il y a un déchaînement de météo, on ne vient pas. Ou on vient, et puis on voit qu'il n'y a personne, ou on repart. Donc sinon, on est là toute la marée montante, et on est une quinzaine à faire ça, voilà. Et c'est du bénévolat. On a déjà, je pense, sauvé plusieurs vies. Les secours, bien sûr, quand on les appelle, ils sont là 10 minutes après. La SNSM, avec son aéroglisseur, vient bien sûr secourir ces gens qui se trouvent encerclés. Sensibilisation aux marées, à la protection des phoques. Le club nautique permet aussi à ceux qui le souhaitent de passer leur permis bateau. Cap maintenant sur une autre spécialité locale, les moules de Bouchot. Nous sommes allés à la rencontre de la famille Binet, mythiculteurs depuis plusieurs générations, qui nous ont dévoilé leur savoir-faire. Dans
Dans la famille Binet, c'est du jus de moule qui coule dans les veines. Le parc il a été créé par mon père en 1990 et moi en fait j'ai repris en 2024. Dès que j'ai eu l'âge de 5-6 ans, je savais que j'allais faire ça. Mytiliculteur, un métier pas facile. Selon les marées, les journées peuvent commencer à 4h et se terminer à 20h. Pierre est épaulé par 8 salariés, dont Charles et Marine, son frère et sa sœur. On va pêcher à peu près 1,5 tonne de moules. Les week-ends, ça peut aller jusqu'à 3,5 tonnes. Sur ce parc de 11 hectares, 9500 pieux. La récolte s'étend de février à octobre, mais le meilleur moment pour en manger, c'est durant l'été. On a des taux de chair exceptionnels. En ce moment, on est à 35%. C'est rare en France de voir ça. Elles sont émergées et immergées pendant les périodes de marée. Du coup, ça fait que ça fait travailler le muscle de la moule et elle est plus ferme. Des moules bien charnues vendues sur l'esplanade depuis 1991 par Hélène, la maman. Ça va, vous? Ouais, ça fait un moment, on ne s'est pas vu. Au début, ça a marché avec un sac, 2 sacs, et puis après, ça a pris de l'ampleur. Mais au départ, c'était pas prévu, quoi. Aujourd'hui, la plupart des clients sont des fidèles de la famille Binet. J'en mange pas ailleurs qu'ici. Franchement, elles sont très fraîches et très délicieuses. L'entreprise familiale produit 350 tonnes de moules par an. Une partie est également vendue aux restaurateurs de la station. Autre spécialité, plus sucrée cette fois, les berlingots de Berck. Des bonbons à sucer ou à croquer, fabriqués depuis plus de 100 ans dans la confiserie familiale, le succès berquois. Près de 4 tonnes de berlingots y sont fabriqués chaque année avec des méthodes à l'ancienne. Découverte de ce patrimoine culinaire. Là, on a un sucre transparent. Depuis 39 ans, Jean-Yves perpétue la tradition. Devant les yeux gourmands des passants, il fabrique des sucettes et des berlingots, ces petits bonbons en forme d'oreiller. Un savoir-faire familial qui s'est installé à Berck en 1922. Dans les années 85, je suis venu rejoindre ma mère, c'est elle qui m'a appris. Et ce qui est important, c'est qu'on n'a rien changé dans les méthodes de travail. Les gestes sont totalement identiques par rapport à 1922 et par rapport à maintenant, c'est vraiment fait de la même façon. Pas de machine, ici tout est fait à la main. Et pour ce qui est de la cuisson, le confiseur n'a même pas besoin d'un thermomètre. Ce qui va me renseigner, c'est le bruit des bulles, j'écoute beaucoup, la couleur, la forme, l'odeur. C'est ces facteurs-là qui me permettent de m'alerter et de savoir que c'est presque cuit. Une fois le caramel coulé, on y ajoute les arômes et même parfois des morceaux de fruits. Aujourd'hui, la recette, c'est pomme calvados, un spectacle pour les yeux et un délice pour les papilles. Quand j'étais gamin, je venais en chercher. Maintenant, c'est avec les petits-enfants que je viens. Il y a des parfums qui sont apparus, qui n'existaient pas de mon époque. Et le mieux, c'est quand on passait rue Carnot, en face, on avait le café qui était torréfié et de ce côté-là, on avait les sucettes à l'anis. Donc, la rue Carnot était embaumée par ces deux parfums à longueur d'année, quoi. Au début de son histoire, la confiserie proposait 8 parfums différents de berlingots. Aujourd'hui, il en existe 36 et certains sont pour le moins surprenants. Celui-là est totalement atypique parce qu'il est vraiment fabriqué à partir d'algues. Donc, wakame, salade douce, salade verte. Et ça permet d'avoir vraiment un bonbon iodé. Donc ça, c'est pas seulement un bonbon à manger comme ça. On va prendre le berlingot, on va le concasser au pilon et on va s'en servir comme un gros sel en fin de compte. On va rajouter sur une huître, coquille Saint-Jacques, saumon et on va déboucher du vin. On va mettre dans du Gewürztraminer ou dans du muscadet, on va mettre des meillettes de berlingot et ça va permettre d'avoir un vin qui est iodé. Du vin et même depuis quelques années, de la bière au berlingot. Le secret du succès berquois, c'est finalement un subtil mélange de tradition et d'innovation. Berck est également ville pionnière du handicap depuis près de 2 siècles. On y trouve le centre Jacques Calvé, l'un des plus grands établissements de rééducation de France. 300 patients y sont hospitalisés chaque jour. Nous avons plongé au cœur de ce lieu où l'on réapprend à vivre.
que ce soit pour une maladie ou un accident de vie ou après une chirurgie. La rééducation, ça consiste à reposer les soins, les traitements et la réinsertion dans le milieu de vie, réinsertion sociale, réinsertion professionnelle, puisque la rééducation, c'est 35 métiers, donc c'est beaucoup de métiers qui travaillent autour du patient et de son projet de vie. Ici, on accompagne aussi bien des blessés opérés en orthopédie que des personnes amputées ou encore des malades souffrant de pathologies neurodégénératives. Autant d'expertises qui permettent d'adapter chaque prise en charge au plus près des besoins de chacun. Toutes les filières du centre Jacques Calvé sont des filières expertes. Avec par exemple dans la filière neurologique des blessés médulaires, on accueille tous les patients qui ont des lésions de la moelle très hautes, donc des patients qui ne peuvent plus respirer, qui nécessitent de l'assistance ventilatoire au quotidien pour permettre de reprendre une vie au quotidien. On a également un service d'appareillage avec un atelier intégré pour les patients amputés avec des prothésistes sur place. Au-delà des soins purement médicaux, la rééducation passe aussi par la récupération de gestes simples, ceux du quotidien. Et pour cela, un service joue un rôle essentiel, l'ergothérapie. L'ergothérapie consiste à réadapter les patients dans leur mode de vie antérieur avec la pathologie ou l'accident de vie qui leur est arrivé. Donc c'est répondre en étudiant le projet de vie du patient à toutes les aides possibles et disponibles pour retrouver une autonomie à la sortie du centre de Jacques Calvé. Gary, 23 ans, a été victime d'un accident de moto. Aujourd'hui, il réapprend à mobiliser son poignet grâce à un jeu interactif. On m'a coupé la route. J'ai été héliporté sur Amiens et ensuite j'ai eu ma première opération le jour de l'accident, le 10 octobre. C'était pour le fémur du coup. Et ensuite après ça a été le 16 octobre où je me suis fait opérer des deux bras, les deux humérus. Là, pour la marche, il y a encore une petite boiterie. Et là, le poignet, du coup, un peu de mal par moment à le lever. On m'a dit comme quoi que c'était une faiblesse au niveau du nerf. Grâce à sa prise en charge, ses progrès sont rapides. Au tout début, j'étais dans le lit, je bougeais pas. Donc maintenant, je marche. Donc ça se passe bien. Gary compte bien remonter sur une moto. À quelques mètres de là, Jonathan est également une victime de la route. Ce chauffeur routier originaire de la Somme apprend à vivre avec une amputation. J'avais fini ma journée de travail, je repartais chez moi. Et j'ai glissé, j'ai perdu le contrôle du véhicule et j'ai percuté un arbre. C'était le 17 janvier 2025. Je me suis réveillé 3 semaines plus tard, parce que j'ai fait 3 semaines de coma. J'ai eu la jambe de sectionnée, l'avant-pied de sectionné. J'ai perdu, pas l'usage complet du bras, mais et la main. Son objectif, se préparer à être appareillé. Actuellement, on travaille le renforcement musculaire et principalement l'extension de hanche. S'il travaille bien, l'appareillage, ça sera plus facile, en tout cas si on est bien préparé au niveau musculaire. Des exercices que Jonathan doit reproduire à la maison. Je suis impatient d'être debout et puis de reprendre une vie normale, surtout mon métier. Derrière chaque prothèse se cache un véritable travail minutieux. Chaque appareillage est conçu sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de chaque patient. Il faut en moyenne 5 jours pour concevoir une prothèse. Quand on est amené à concevoir un appareillage, que ce soit de la prothèse ou de l'orthèse, il y a un travail pluriprofessionnel puisqu'on va avoir des bilans de kinésithérapie, on va avoir des bilans d'ergothérapie et tout ça va être coordonné par le médecin coordinateur. Et du coup, l'orthoprothésiste va pouvoir concevoir et fabriquer les appareillages en fonction des bilans qui vont lui être transmis pour que ça corresponde le mieux aux objectifs de rééducation du patient et également après quand on se projette aux objectifs de vie quotidienne du patient. On peut même y mettre un peu de personnalité. On peut avoir la personnalisation mais esthétique qui va être au choix du patient. Avec la plupart des personnalisations qu'on va pouvoir apporter, ça va être sur les emboîtures. Donc c'est la partie de la prothèse qui est destinée à recevoir le moignon. Et sur les coques d'orthèse. Donc on peut y appliquer diverses personnalisations. Et vraiment, je pense qu'on n'est pas limité dans le choix de la custom. Après avoir retrouvé la mobilité, certains franchissent une nouvelle étape. Reprendre le volant à l'auto-école adaptée du centre. Vas-y, freine. Tu mets sur lâche, accélère,
Et puis tu me feras un petit gauche-gauche. Ce véhicule est adapté type paraplégie, donc c'est une conduite totalement à la main. Donc on a différents aménagements pour conduire le véhicule avec les membres supérieurs, donc notamment une boule sur le volant à gauche, un accélérateur à la main, une manette pour freiner. Donc là ici on peut avoir un accélérateur, on peut avoir un frein, et ici on peut avoir un accélérateur à gâchette comme Logan qu'on met dans la paume de la main, et là on vient accélérer avec l'index. Voilà, donc la main gauche ensuite est utilisée pour tourner le volant et diriger la voiture et mettre les commandes annexes, clignotant et tout machin. Donc, et après, à partir de là, on peut avoir une boule avec tout ce qui est clignotant et commandes annexes intégrées. Donc les clignotants, les feux, les essuie-glaces et l'avertisseur sonore. Tout est repris sur la boule, comme ça on n'a pas besoin de quitter les mains du volant. 4 véhicules différents permettent de s'adapter à plusieurs handicaps. Cette année, 120 patients vont passer par cette auto-école. On est pluridisciplinaire, on travaille avec les ergos pour adapter les véhicules, choisir le bon aménagement. Et de ce fait, ça facilite la vie des patients, quoi. Logan, 25 ans, handicapé des jambes depuis sa naissance prématurée, vient tous les jours s'entraîner. Je ne peux pas me servir des jambes, donc là la voiture me permet de tout faire avec mes mains. Donc c'est assez pratique et je demande que à avoir le permis pour avoir plus d'autonomie. Une autonomie que certains retrouvent grâce à l'activité physique. Dans la salle de sport du centre, patients et soignants travaillent chaque jour pour renforcer le corps, retrouver de la mobilité et reprendre confiance dans les gestes du quotidien. J'ai eu beaucoup mal au dos et côté de la hanche, donc j'ai fait pas mal d'examens. Et de ce fait-là, j'ai rencontré quand même un chirurgien qui m'a dit que j'avais une hernie discale et que j'avais perdu tous mes muscles. Donc je suis ici pour me redonner une santé parce on fait de la balnéo, on fait du kiné, là on fait de la gymnastique, après on fait de l'ergo pour nous apprendre à faire les bons gestes pour se baisser et puis ainsi de suite, quoi. Et c'est bien. Avant je marchais avec une canne, maintenant plus du tout. Et les escaliers, j'avais du mal à les monter, j'arrive à monter les marches. Donc c'est le top, quoi. Chantal retrouve force et équilibre, mais surtout confiance en ses capacités. Chaque exercice, chaque mouvement est un pas de plus vers l'autonomie et le plaisir de se sentir à nouveau en mouvement. Marie, on va travailler, bien caler les coudes sur les hanches. Là, voilà, parfait. Et on va ramener les poids sur les épaules. On va travailler le biceps. Tu le fais les deux en même temps. On fait une série de 10 pour commencer. On travaille en pluridisciplinarité avec les docteurs, les kinés, les ergos, enfin tout le staff, quoi, en fait. Et notre mission, c'est de faire en sorte que le patient il récupère de ses séquelles. On revient à une thérapeutique non médicamenteuse où on se rend compte que, d'après plusieurs études scientifiques, le sport aujourd'hui, alors on l'adapte bien entendu selon les pathologies, qu'elles soient neurologiques ou orthopédiques. On l'adapte selon le patient, selon sa maladie, puisqu'on fait les maladies chroniques aussi. Mais ça permet vraiment de récupérer un maximum et sans les effets secondaires. Nous, on y croit pour eux, pour les amener à y croire de nouveau et à réaliser des choses peut-être impossibles, des choses qu'ils n'auraient pas pu faire sans l'activité physique adaptée. Nous, on leur apporte ce côté assurance, ce côté motivation. Et c'est un vrai plaisir, c'est un vrai objectif que de les voir sortir d'ici avec le sourire à chaque exercice. Au centre Jacques Calvé, on ne rééduque pas seulement des corps, on redonne confiance, autonomie et projet de vie. Ici, chaque geste compte, chaque progrès donne de nouvelles possibilités.